Célébrée pour la diversité de ses paysages, la Bourgogne est également riche d'un patrimoine historique exceptionnel dont chaque village peut témoigner. Elle nous offre un véritable condensé de civilisation européenne telle qu'elle prit son essor au Moyen-Âge. De château en abbaye, la vigne a façonné cette terre à travers le temps, et le vin, sans aucune discussion, est le plus prestigieux ambassadeur de la région. Entre sa nature préservée, sa gastronomie et son art de vivre, la Bourgogne offre une palette de sensations qui en surprendra plus d'un. Trait d'union entre le nord et le sud, cette grande région centrale de la France fut longtemps puissante et indépendante, avec le riche duché de Bourgogne, qui à son apogée au XVe siècle régnait sur plusieurs régions européennes. La Bourgogne est une terre de vin, et ses grands crus l'ont rendue célèbre dans le monde entier. Cependant, les quelques 4000 exploitations viticoles sont de plus en plus confrontées à des aléas climatiques destructeurs. Et les sociétés d'entraide entre vignerons n'ont jamais été autant sollicitées. À la fin janvier, on fête tout de même la très populaire Saint-Vincent tournante, en l'honneur du saint patron des vignerons. Cette année, l'appellation Saint-Véran a été choisie pour accueillir les représentants des sociétés d'entraide, à Prissé, au sud du territoire. La journée démarre par une marche dans les vignes au lever du soleil. Dans le cortège, les bonnes bouteilles circulent dans la bonne humeur. Vous arrivez à boire et à marcher en même temps? Pas tout à fait, mais on y arrive. Quand ça ralentit, on en profite. C'est un vrai métier. Après avoir traversé le village, chacun se place devant son drapeau. 85 000 personnes auront fait le déplacement pendant le week-end. C'est la fête du vin, c'est la fête des vignerons surtout. C'est une fête qui montre qu'il existe un réel monde, un patrimoine, du symbole autour du vin et qu'il faut le défendre jusqu'au bout. Le vin qui est un fil conducteur de notre société économique, sociale, culturelle. Donc voilà, la Saint-Vincent, c'est obligatoire. Dans l'église trop exiguë pour l'assistance, on joue des coudes pour assister à la messe de la Saint-Vincent. Pour cette fête de la Saint-Vincent, pour toute la Bourgogne. La confrérie des chevaliers du Taste-Vin va introniser de nouveaux membres, que nous retrouverons plus tard dans leur fief au Clos Vougeot. La cérémonie de la 74e Saint-Vincent tournante de notre confrérie, si appelée chapitre de la Saint-Vincent tournante de Saint-Véran. Messieurs les maîtres, veuillez sonner les honneurs. À quelques kilomètres de Saint-Véran, la roche de Solutré est une curiosité géologique qui domine du haut de ses 493 mètres le village de Solutré-Pouilly. Il y a 160 millions d'années, une mer chaude recouvrait ce territoire. Au fil du temps, des couches calcaires se sont formées, avant que la pression alpine ne provoque l'émergence des hauteurs du Mâconnais. Il ne s'agit pas seulement d'un escarpement calcaire. Des fouilles ont mis en évidence un important peuplement préhistorique. Il y a environ 30 000 ans,
des chasseurs nomades y suivaient des troupeaux sauvages dans leurs déplacements. On trouve de nombreux vestiges d'outils en silex qu'ils façonnaient. Au pied de la roche, le village de Solutré-Pouilly est le terroir d'un cru réputé, le Pouilly Fussé, issu d'un cépage unique, le chardonnay. Sur les coteaux, la vigne est soutenue par des murs en pierre sèche. À quelques dizaines de kilomètres plus au nord, Cluny promet aussi de belles découvertes. Son abbaye a marqué une étape importante dans l'histoire de la Bourgogne et du christianisme. Fondée en 910, elle s'affranchit durant tout le Moyen-Âge du pouvoir seigneurial et du contrôle des évêques, pour ne dépendre que de l'autorité directe du pape. Son influence culturelle rayonne à l'échelle de l'Europe, où elle compte près de 1400 dépendances. Sa splendeur fut matérialisée par le plus roman de ses édifices, hélas détruit durant la Révolution française. Le monastère du XVIIIe siècle a toutefois été restauré, plusieurs de ses bâtiments ayant été entièrement reconstruits. Heureusement, on peut encore contempler les plus hautes voûtes du monde roman, vestiges préservés de ce qui fut la plus grande église au monde avant la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome 5 siècles plus tard. L'église était alors composée d'une grande nef de 11 travées à double bas-côté, 2 transepts couronnés par 4 clochers et un chœur à déambulatoire et aux chapelles rayonnantes. Un peu à l'écart dans le jardin, le farinier suscite l'admiration. Son rez-de-chaussée servait à entreposer les céréales, mais sa pièce la plus remarquable se situe à l'étage. La charpente en berceau qui date du XIIIe siècle abrite les chapiteaux du chœur de l'abbatiale, chef-d'œuvre de l'art roman bourguignon. Les recherches archéologiques se poursuivent aujourd'hui dans une chapelle du Xe siècle antérieure à l'abbaye. Elles permirent la découverte d'un extraordinaire trésor monétaire. La rue qui part de l'abbaye est un livre d'histoire à elle seule. Plusieurs maisons datant du Moyen-Âge y sont encore debout. Des passionnés en ont même fait leur demeure. La maison des Dragons date du XIIe siècle. Jean-Luc Maréchal fait partie des volontaires enthousiastes qui la préservent avec ferveur. Au rez-de-chaussée, l'étude des différentes strates du sol permet de faire remonter les fondations de la maison au XIe siècle. Lorsque l'abbaye se crée, elle a besoin dès le départ de maisons qui abritent des métiers pour fournir tout ce dont l'abbaye a besoin. Ici, plusieurs cheminées ont été superposées. Les objets découverts pendant les fouilles remontent pour la plupart au XIIIe siècle. Après la Révolution française, la maison a été occupée par des fermiers qui avaient besoin d'une grande hauteur sous les toits pour entreposer le fourrage. On est devant 2 placards dont un est un coffre à secret, dans le sens où l'entrée du coffre est cachée. Elle est cachée par une planche qu'on doit pouvoir faire glisser, donc il faut déjà vider le placard. Et ensuite, on a un bouchon qui n'a pas de poignée, un bouchon en pierre, donc il faut avoir 2 petites languettes de métal pour le soulever. Et une fois qu'on l'a enlevé, on peut glisser son bras dans un trou. Alors là, il est non pas sans fond, mais je ne touche pas le fond. Alors des coffres à secret, on n'en connaît pas 10 en France, c'est-à-dire qu'en fait, on en connaît 5. Un peu plus haut dans la rue, Jean-Luc Maréchal est fier de nous présenter son domicile. Une demeure de la même époque qu'il a restaurée au fil du temps jusqu'à la rendre enfin habitable. Toutefois, le rez-de-chaussée est toujours en chantier. Quand j'ai acheté la maison, elle était classée romane. Maintenant, on sait qu'elle est gothique avec des réemplois romans, et on dit milieu du XIIIe siècle. J'ai dit en plaisantant au Gaz de France, c'était 1248. Il est possible qu'un jour, j'ai la preuve qu'elle soit romane, agrandie à l'époque gothique, donc elle rechangera. C'est jamais définitif. Quand on est propriétaire de maisons comme ça, on se sent complètement responsable de cette histoire, parce qu'on sait que l'histoire de l'abbaye s'est aussi déroulée chez nous. On sait aussi, parce que là j'ai gardé des traces, que les murs étaient peints. Dévoilées il y a peu de temps, ces peintures seraient l'œuvre d'un moine qui aurait trouvé refuge ici au moment de la Révolution.
En poursuivant plus au nord vers la Côte d'Or, on découvre un paysage là encore modelé par les vignes. Le sol est ici soumis à l'influence de masses d'air d'origine méditerranéenne, atlantique ou continentale. Ces vents soutenus sont tantôt source de chaleur, tantôt source de fraîcheur, mais ils ont l'avantage de balayer les intempéries. Au château de Chassagne-Montrachet, c'est le temps des vendanges. On y produit un des vins blancs les plus fameux de Bourgogne. Si les moines n'avaient pas choisi cette terre pour planter du vin, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de vin. Donc forcément qu'on utilise ce que les moines ont fait. Donc c'est une forme de trésor. Merci, merci, merci chef, merci. On est sur un terroir diversifié, mais qui est assez exceptionnel, qui donne des caractéristiques au vin, au pinot noir et au chardonnay, qui sont les deux cépages bourguignons, assez étonnants, qui les révèlent. La cuverie et les bâtiments du château sont situés dans l'enceinte de la propriété, ce qui facilite le contrôle quotidien des vignes et leur exploitation. Tout au long de son séjour en cave, le vin sera constamment dégusté, analysé, surveillé, soutiré pour en obtenir la meilleure expression. Il restera ainsi en fût pendant 10 à 14 mois avant d'être mis en bouteille. À quelques kilomètres, le village de Meursault fait lui aussi partie des grands noms de Bourgogne. Entouré de coteaux réputés, ces demeures sont quasiment toutes dédiées à l'art du vin. Le premier château construit sur la commune date de 1337. Les grands noms de l'appellation se retrouvent sur les tables les plus prestigieuses. Le domaine du château de Meursault remonte au XIe siècle. En 1666, une maison seigneuriale y fut bâtie dans un enclos avec un corps de logis, 2 écuries, un pressoir, un cellier, un colombier, un four et un jardin traversé par un ruisseau. Qui mieux que les moines savait ce que c'était que le temps. Et aujourd'hui, en fait, on s'occupe de vignes qui ont été plantées par nos grands-parents et on plante des vignes dont s'occuperont nos petits-enfants. Et vraiment, quand on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'est que la Bourgogne. C'est-à-dire que tout s'articule autour de la vigne et du métier de vigneron et de faire en sorte que chaque année, on obtienne les plus beaux raisins possibles pour faire les meilleurs vins possibles. Le château est propriétaire d'une dizaine de climats ou terroirs viticoles, dont les prestigieux premiers crus que sont les Charmes Dessus, Charmes et Perrières. Le domaine possède même un monopole, le Clos des Grands Charrons. Il faut aujourd'hui composer avec les changements climatiques, ce qui n'est pas toujours simple. L'impact climatique, il est réel. Il nous oblige surtout à être beaucoup plus pointus, à surveiller de beaucoup plus près ce qui se passe, parce qu'on est dans des phénomènes un peu extrêmes. Il va faire très chaud aujourd'hui, il va pleuvoir demain, et froid. La période des vendanges est toujours le moment crucial, durant lequel il faut laisser le raisin arriver à maturité tout en restant attentif à la météo. Toute cette phase s'effectue au château. La réactivité des viticulteurs est donc immédiate. Les raisins sont soigneusement triés avant d'être pressés. La vinification va prendre plusieurs semaines avant que le nectar ne se retrouve dans les fûts pour plusieurs mois. Il sera ensuite embouteillé 1 an après la vendange. Ce sont des vins qui en fait sont à la fois riches, opulents à Meursault, mais avec de la fraîcheur.
À quelques kilomètres au nord de Meursault, Beaune est considérée comme la capitale des vins de Bourgogne. C'est aussi une ville historique importante de la région. Les Hospices de Beaune sont l'un des plus célèbres monuments historiques. Son architecture gothique flamboyante, ses toits polychromes et bien sûr son vignoble de renom font de ce musée un lieu de visite incontournable. L'Hôtel-Dieu fut fondé en 1443 à la fin de la guerre de Cent Ans, qui vit s'affronter Français et Anglais. Beaune et sa région sont meurtris par la famine et la peste qui ont décimé les campagnes. C'est donc pour les pauvres et les plus démunis que s'élève cet hôpital avant l'heure, inspiré des hôtels-dieux les plus remarquables des Flandres et de Paris. Tout autour de la cour, l'organisation harmonieuse des bâtiments règle la vie de l'institution charitable. Sous les voûtes en carène de vaisseaux de la salle des pauvres, on accueille les malades. Les Hospices de Beaune sont propriétaires d'un domaine viticole d'exception. La plupart des parcelles correspondent à des zones d'appellation premier cru et grand cru. Les 41 cuvées de prestige obtenues sont vendues depuis 1794 sous forme d'enchères le 3e dimanche de novembre. Ce sont les fameuses ventes des Hospices de Beaune. Depuis 5 siècles, leur gain est entièrement affecté aux œuvres charitables et religieuses des anciennes et nouvelles institutions hospitalières. Au centre-ville, la basilique collégiale Notre-Dame de Beaune fait partie des dernières grandes églises romanes de Bourgogne. Sa construction fut entreprise au milieu du XIIe siècle sur le modèle de l'abbaye de Cluny. Elle fut achevée un demi-siècle plus tard avec une remarquable unité stylistique. Juste derrière la cathédrale, l'atelier de Xavier Bouzeran est ouvert sur la rue. Personnage connu des habitants de Beaune, il est à la fois viticulteur et artiste sculpteur. À 81 ans, sa passion pour son travail est intacte. D'ailleurs, un vigneron qui quitte sa vigne et ses pressoirs et tout pendant une demi-journée, ça ne se voit pas. Non, c'était passionnel. Le bois le plus dur, c'est celle qui est une grande jaune là, les 2 petites femmes jaunes. Cette grande là, acacia. Alors là, c'est vraiment le plus dur ici, très veiné, très chouette. Très chouette. Le poirier est beaucoup plus neutre en veinage. Et je vous montre donc justement un tilleul, la petite, et l'autre très veiné. Beaune est aussi une ville de négociants. De nombreuses maisons du vin y ont leur siège. Bouchard père et fils est l'une des plus connues. Elle occupe le domaine de l'ancien château de Beaune, une forteresse royale construite au XVe siècle par le roi Louis XI. 4 des 5 tours d'origine ont survécu au temps, ainsi qu'une partie du rempart. Le pavillon est entouré de très beaux jardins. Enfouis profondément, des caves traversent de part et d'autre l'ensemble de la propriété. C'est un environnement parfait pour les vins qui s'épanouissent sereinement. Situé à 3 km au sud de Beaune, le château de Pommard est encore un bel exemple des grandes maisons de Bourgogne. À travers les visites de ces élégants jardins et les dégustations sur mesure, le domaine s'est développé en accueillant les nouveaux amateurs de vin. Le prestige du château de Pommard remonte au Haut Moyen-Âge. Vers 1098, Eudes Ier, duc de Bourgogne, construit une forteresse non loin du château et établit sa souveraineté dans le village. Aujourd'hui, des visiteurs venus de Chine découvrent l'exercice parfois déroutant de la dégustation.
Dans la Côte de Nuit, vous avez du vin rouge. Sur la Côte de Beaune, vous avez du blanc et du rouge. Et là, nous sommes à Pommard, en Côte de Nuit. Ça, c'est un Nuit Saint-Georges. Parfois c'est un peu compliqué, mais justement c'est ça la richesse, c'est de s'adapter aux différentes cultures. On a tous un palais qui est complètement différent et une manière de réagir différente. Donc c'est bien de pouvoir s'adapter et c'est aussi enrichissant pour eux que pour nous. C'est très léger, très doux. C'est un vin simple mais bien fait. Nous quittons ces nouveaux amateurs pour remonter quelques kilomètres au nord où l'abbaye de Notre-Dame de Cîteaux a elle aussi beaucoup à nous apprendre. Fondée en 1098 par Robert de Molesme, l'abbaye de Cîteaux est le berceau de l'ordre cistercien. Née dans le plus grand dénuement, la communauté prend son essor à l'arrivée de Saint Bernard en 1113 et en 30 ans comptera près de 500 frères en plus. Grâce à la diffusion de ses écrits, Saint Bernard sera à l'origine d'une véritable école de spiritualité. À la fin du XIIe siècle, l'ordre compte plus de 500 monastères. Aujourd'hui, seuls 2 bâtiments peuvent encore témoigner de la grandeur de Cîteaux. La Révolution en a chassé les moines. Le domaine est vendu à des spéculateurs en 1791. Depuis, l'abbaye s'est cependant relevée. En 1998, on a célébré le 9e centenaire de sa fondation. Outre son importance spirituelle, Cîteaux a eu un apport qui a changé le sort de la région. Ce sont en effet ces moines qui ont les premiers cartographié les climats de Bourgogne. Ces parcelles de vignes délimitées par les mouvements géologiques et aujourd'hui reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce premier contrefort de la Saône, c'est une succession de marges géologiques. C'est un effondrement géologique qui a à peu près 120 millions d'années. Donc l'effondrement du plateau bresson qui s'effondre sur plus de 100 mètres de profondeur, voire 1000 mètres à certains endroits. Et puis, de part et d'autre de cet effondrement, on a une succession de petites marges géologiques. Vous arrivez en Bourgogne, vous regardez le coteau et vous regardez là où il y a des murs. Là où il y a un mur, c'est parce qu'il y a un changement géologique. Le comte Louis-Michel Liger-Belair est le propriétaire du château de Vosne-Romanée dans sa famille depuis 200 ans et situé dans le village homonyme au cœur de ce que l'on pourrait appeler le carré d'or des vins de Bourgogne. Les caves du château abondent de bouteilles d'exception. Des crus parmi les plus prestigieux entourent les parcelles de Vosne-Romanée, tels que l'Échezeaux Grand Cru, pour n'en citer qu'un. Nous retrouvons de nouveau nos moines de l'abbaye de Cîteaux, qui dès le XIIe siècle construisirent au milieu des vignes des bâtiments d'exploitation viticole. Ils furent enrichis au XVIe siècle d'un corps de logis conçu dans le plus pur style Renaissance. C'est le mythique château du Clos de Vougeot. L'édifice est restauré après la Seconde Guerre mondiale, au moment de son acquisition par la confrérie des chevaliers du Tastevin, ces véritables ambassadeurs du vin et de l'art de vivre bourguignon. Aujourd'hui, une partie des bâtiments abrite les pressoirs de l'époque médiévale. Des parcelles entourent le château dont 84 propriétaires se partagent l'appellation. Le château du Clos de Vougeot a été créé par les moines de Cîteaux à partir du XIIe siècle. Et donc, dans le cellier qu'il y a derrière moi, il y a plus de 700 millésimes de Clos de Vougeot qui ont été élevés. Et aujourd'hui, dans ce cellier, c'est le siège de la confrérie des chevaliers du Tas-de-Vin et aussi des climats de Bourgogne récemment classés au patrimoine mondial de l'humanité. Les chevaliers du Tastevin organisent des assemblées lors de dîners somptueux où 500 convives sont accueillis dans le cellier du château. Que l'on soit membre de la confrérie ou sur le point de l'être, on y accourt des 4 coins de la planète plusieurs fois par an. La confrérie des chevaliers du Tas-de-Vin organise des chapitres depuis plus de 80 ans. On en est à notre 1169e cet après-midi. Et l'esprit de la confrérie, c'est d'abord réunir des amis autour d'une idée simple, partager le vin entre vignerons et avec les amis des vignerons. Et c'est sur cette idée-là qui est partie la confrérie des chevaliers du Tas-de-Vin.
en novembre 1934. Depuis, elle a essaimé à travers le monde. Nous avons 75 antennes dans le monde et plus de 12 000 membres, dont la moitié à l'étranger. Les Bourgogne sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces chapitres très privés sont un formidable outil de promotion des grands vins de Bourgogne. Aujourd'hui, un groupe venu spécialement de Floride va voir son responsable fait chevalier du Tastevin. Un honneur inestimable pour un grand amateur de vin. D'être de vie gastronomique et de mœurs vineuses irréprochables. Par Bacchus, dieu du vin, et par Soras, fondateur des vins. Vous êtes donc la officier commandeur du Tatra. À une trentaine de kilomètres de là, nous arrivons à Dijon, capitale de la Bourgogne. L'influence de cette cité remonte à l'époque romaine, où elle s'est imposée en carrefour commercial majeur, à la croisée de l'Europe du Nord et des régions méditerranéennes. Au XIVe siècle, les ducs valois de Bourgogne règnent sur l'une des plus brillantes cours d'Europe. Dijon devient alors le siège de l'ordre de la Toison d'Or. À partir de la Renaissance, les hôtels particuliers de la noblesse de robe redessinent le paysage de la ville aux 100 clochers. Le palais des ducs et des États de Bourgogne héberge aujourd'hui la mairie et le musée des beaux-arts de Dijon. L'escalier Gabriel, qui mène à la salle des États, est un témoignage du faste et du prestige de ce duché, alors l'égal des grands royaumes européens. Autour du palais, des maisons de l'époque médiévale illustrent l'histoire de la ville avant l'arrivée des ducs. Dijon a toujours su briller. Métropole des Lingons à l'époque celtique, elle est devenue cité gallo-romaine. Même après la Révolution française, la cité a su se réinventer en profitant de l'industrialisation de la région. « Ah, la belle ville aux 100 clochers », aurait dit Henri IV, s'émerveillant des nombreuses cathédrales et églises qui ont été heureusement épargnées par les destructions des dernières guerres. Le pain d'épices est une spécialité ancestrale de la ville. Fondée en 1796, la maison Mulot et Petit-Jean occupe toujours son illustre boutique du centre-ville. La fabrique, située un peu plus loin sur les boulevards, a conservé elle aussi son cachet. On y produit le pain d'épices en suivant à la lettre la recette d'origine. Mulot et Petit-Jean est une entreprise qui date de 1796. Je suis la 9e génération à la tête de cette maison. Ces ingrédients sont la farine, le miel, le sucre, quelques œufs et bien sûr des poudres à lever et les épices bien sûr. La caractéristique du pain d'épices de Dijon est d'être fabriqué à base de farine de froment et l'épice utilisée est l'anis. Alors la réussite et le secret de fabrication du pain d'épices, c'est sa première étape, la fabrication d'une pâte mère qu'on va laisser reposer. Ensuite, on va reprendre cette pâte, en faire une pâte qu'on appelle nous braquée dans notre langage et dans notre jargon de pain d'épicier. Donc là, on est vraiment sur le savoir-faire, puisque la pâte mère est une pâte très très dure et on a un délai de conservation à respecter, sinon on ne peut pas travailler le produit. À la sortie du four, les arômes envahissent la pièce. Nonnettes, pain miniature ou traditionnel, les effluves sucrés se mélangent. Les gourmands font toujours honneur au pain d'épices qui est de toute évidence loin d'être passé de mode. La moutarde est un autre produit emblématique de la région. Il faut se rendre à Beaune pour trouver le dernier fabricant à avoir conservé une méthode artisanale, la moutarderie Fallot, fondée en 1840. Nous respectons les traditions des maîtres artisans moutardiers. C'est-à-dire que nous écrasons toujours les graines à la meule de pierre, comme le faisait l'artisan moutardier,
au siècle dernier et même avant. Donc ce procédé vraiment très traditionnel, assez peu productif, permet véritablement d'avoir une pâte beaucoup plus granuleuse, beaucoup plus goûteuse, et avec un procédé dit à température ambiante. Nous privilégions vraiment la matière première régionale, la graine qui vient de Bourgogne. C'est ce que nous voulons mettre en avant effectivement dans nos productions. Nous sommes aujourd'hui à 100% d'ingrédients et de graines venant de la région. L'année prochaine, en 2019, nous serons à 100%. Poursuivons la route vers le nord pour découvrir une nouvelle merveille architecturale, l'abbaye de Fontenay, qui compte parmi les plus anciens monastères cisterciens. Les cisterciens cherchaient effectivement des endroits reculés, des endroits difficiles d'accès, qui demandaient du travail, beaucoup de travail, pour pouvoir dompter un petit peu cette nature tout en la respectant. Donc les cisterciens vont arriver sur des zones marécageuses, ils cherchent l'eau pour l'hydraulique, pour pouvoir se servir de l'hydraulique. Et puis donc ils vont petit à petit aplanir ces terrains et puis construire les différents bâtiments d'une abbaye en respectant le plan cistercien. Fondée en 1118, c'est une des rares abbayes au style roman encore intacte. Aujourd'hui propriété privée, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le vaste dortoir situé à l'étage est couvert d'une magnifique charpente en chêne du XVe siècle, qui évoque la coque d'un navire renversé. Les moines y dormaient tout habillés sur de simples paillasses. Fontenay renferme un bâtiment inhabituel dans une abbaye. Une forge. Donc ils vont créer à Fontenay une forge qui est très grande pour l'époque, qui fait plus de 50 mètres de long. Et puis ils vont révolutionner cette technicité. Les cisterciens, eux, vont inventer le martinet, c'est-à-dire ce grand marteau qui va permettre d'abattre sur des loupes de fer pour pouvoir les façonner. Nous remontons maintenant le canal de Bourgogne, dans l'Yonne, vers Tonnerre et Chablis. La fosse d'Yonne est à l'origine de la création de Tonnerre. Il s'agit d'une source exurgente, alimentée par les infiltrations des précipitations dans le plateau calcaire avoisinant, mais aussi par une rivière. Cette source se démarque par son débit d'environ 300 litres par seconde et par la taille de son réseau qui s'étend sur plus de 40 km. Le canal de Bourgogne est une voie d'eau à petit gabarit longue de 242 km. Il relie le bassin de la Seine à celui du Rhône. Inauguré en 1882 avec 189 écluses, il devait faciliter le transport de marchandises, mais a été très rapidement concurrencé par le train. Aujourd'hui, il ne sert qu'à la navigation de plaisance. Sur les rives de l'Yonne, Joigny et son port sont d'ailleurs devenus une étape importante de cette marine récréative. Mais les hauteurs de la ville ont davantage de charme. On y trouve en effet des demeures datant du XVIe siècle, comme cette maison dite du Pilori qui appartenait à une famille de drapiers. On peut aussi admirer la magnifique demeure du bailli et ses deux façades sculptées. Au cœur du quartier des commerçants et des négociants en vin, l'église Saint-Thibaut a connu bien des modifications depuis sa construction en 1076. Grande voisine de Joigny, Auxerre est elle aussi riche en édifices religieux. L'histoire de la ville remonte aux racines les plus profondes de la Bourgogne, puisqu'elle s'est développée à l'époque gallo-romaine. Au 1er siècle de notre ère, elle formait déjà une bourgade. Cependant, les vestiges de ce passé lointain sont rares. La cité regorge pourtant de splendeurs très appréciées des visiteurs. L'abbaye Saint-Germain
dont les premières constructions datent du 5e siècle. Sa crypte est un exemple particulièrement bien conservé de l'architecture carolingienne. Un couloir de circulation rectangulaire y entoure une impressionnante confession centrale. La crypte présente un cycle de fresques uniques remontant au 9e siècle, les plus anciennes de France. Il est très probable que l'histoire chrétienne et monastique de la Bourgogne a débuté entre ces murs. Saint-Germain, alors évêque d'Auxerre, repose dans la crypte. Personnalité essentielle de son époque, il est connu pour ses efforts d'évangélisation et de diplomatie, ayant permis à son comté d'éviter de nombreuses guerres. À l'est d'Auxerre, les coteaux de Chablis sont les joyaux du Morvan au nord de la Bourgogne. Un vin sec s'épanouit dans ces vignobles au sol calcaire. Surnommée la colline éternelle, Vézelay fait partie des plus beaux villages de France, ce qui lui a valu d'être classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Les Gallo-Romains ont été les premiers à exploiter cette terre avec déjà le travail de la vigne, puis ils ont construit des thermes, une marque d'intérêt importante pour l'époque. Au lieu de la chrétienté au Moyen-Âge, Vézelay est une étape importante sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Construite entre 1120 et 1150, la basilique est riche d'un double tympan. À l'intérieur, le Christ en gloire est considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture romane. Le chœur a été reconstruit à la fin du XIIe siècle dans un style gothique, dont les vitraux contribuent à renforcer la symbolique de la lumière divine. La décoration est assez discrète. Les sculptures ont été taillées au sommet des colonnes afin de ne pas distraire moines et fidèles dans leurs prières. La basilique fait en ce moment l'objet d'une restauration minutieuse et délicate qui va s'étendre sur plusieurs années. En contrebas de la colline, à Saint-Père-sous-Vézelay, Nicolas Nanceau produit des huiles vierges à base de graines de la région. Une grande partie de ma production vient de graines de producteurs directement, donc autour de l'huilerie. Le tournesol vient d'Aquin, donc il fait 5 km pour venir ici. Et voilà, j'ai plus 70% on va dire, de ma production qui vient de producteurs en direct, en Bourgogne, voilà, le tout en bio. Cette méthode de pression à froid permet de préserver les saveurs uniques de chaque graine. Nicolas presse des noix, noisettes, amandes, sésame, mais aussi une graine moins connue, la cameline. La cameline, c'est une vieille variété de graines de la famille de la moutarde. C'est une graine qui n'était plus du tout cultivée depuis 60-70 ans. Et voilà, qui est de nouveau cultivée en bio pour ses propriétés assez faciles à cultiver en agriculture bio. Et également pour ses propriétés nutritives, une huile qui est très riche en oméga 3, qui a un bon goût, donc voilà, qui plaît bien en assaisonnement. Nous restons dans le Morvan pour découvrir le château féodal de Bazoches, construit au XIIe siècle. À l'époque des croisades, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, les rois d'Angleterre et de France, en furent les premiers occupants. En 1675, le château est acheté par le maréchal de Vauban. Le génial architecte militaire et urbaniste de Louis XIV y séjourne lorsqu'il travaille à ses plus fameuses réalisations.
Tous deux descendants de Charlotte de Mégrini-Daunay, la fille aînée de Vauban, les propriétaires actuels ont reconstitué leur arbre généalogique respectif sur les murs du château. Le riche mobilier de leur illustre ancêtre est conservé avec soin. L'époque classique est parfaitement reconstituée. Vauban profite du calme de Bazoches pour concevoir les plans de plus de 300 places fortes à travers toute la France. Maître incontesté de stratégie militaire, il y élabore d'ingénieuses méthodes d'attaque et de siège. Quittons les plaines pour plonger dans le parc naturel du Morvan, un paysage plus en relief, peuplé de forêts et couvert de lacs. Les Settons en est sans doute le plus bel exemple. Ce lac artificiel est né suite à la construction en 1854 d'un barrage sur l'Yonne pour réguler la navigation et faciliter le flottage du bois jusqu'à Paris. Les scieries et les plantations de sapins destinés à devenir des arbres de Noël foisonnent dans cette partie de la région. Certains trésors se méritent, comme cette chute d'eau cachée derrière une petite forêt. Au saut de Goulou, le caillou se jette dans la cure et dévale une faille granitique de 10 mètres de haut. Tout près, dans le village de Goulou, la saboterie Martin fabrique encore ses sabots de bois à la main. Le plastique ne gagnera pas le cœur de certains inconditionnels qui lui préféreront toujours ses souliers traditionnels pour le travail des jardins ou des champs. Les machines sont les mêmes depuis la création de l'atelier en 1947. Première étape, Luc Four commence à tailler une bûche de bouleau. Un astucieux système permet ensuite d'en modeler plusieurs en même temps. Les sabots vont enfin être creusés. Maintenant, je vais parer le sabot. Ça veut dire quoi, parer? Ça veut dire finir le nez et le talon du sabot. D'accord. Le bois, qu'est-ce que c'est? C'est du bouleau. D'accord. Et pourtant, on est dans une région sapin Père Noël, alors? Oui, aussi, oui. Mais bon, il y a aussi quand même un peu de forêt de bouleau. Si l'atelier ne produit pas tous les jours, les commandes de sabots couverts ou demi-couverts à brides en cuir matelassé ne tarissent pas. Dans le Morvan, la densité de population est faible. On peut donc s'immerger dans une nature envoûtante où les grands espaces vierges sont nombreux. Dernier des grands lacs du Morvan, Saint-Aignan a lui aussi été créé par la construction d'un barrage sur la rivière Cousin en 1969. Long de 2,5 km, il est très prisé des pêcheurs qui y trouvent tous les grands poissons d'eau douce. L'élevage est une activité essentielle du Morvan. Pendant la belle saison, les vaches migrent ainsi d'un pré à l'autre et font partie intégrante du paysage. Le Mont Beuvray est l'occasion d'une nouvelle plongée dans l'histoire. Il y a 2000 ans, Bibracte était une puissante capitale gauloise. Maud et Julien sont fauconniers. Ils organisent des promenades avec des rapaces. Alors on est sur le Mont Beuvray. Donc c'est le deuxième point culminant de toute la Bourgogne. C'est le deuxième point le plus haut. Le Morvan des Sommets. Le Morvan des Sommets. Alors donc on va faire une petite balade avec les oiseaux en totale liberté. Donc c'est encore quelque chose d'unique. Et si on peut le faire, c'est parce que c'est une espèce qui est très particulière.
Donc Kate et Max sont des buses de Harris, des buses américaines, qui sont grégaires. C'est les seuls rapaces chasseurs à être grégaires, à vivre en groupe, à chasser en groupe, exactement comme des loups, sauf que tout va se passer dans les airs. À travers leur structure, Maud et Julien cherchent à préserver plusieurs races d'oiseaux dont l'habitat se restreint de plus en plus, mais qui trouvent dans ces forêts une belle terre d'accueil. Le duo de fauconniers est convaincu qu'à force de pédagogie, leur sauvegarde pourra progresser. Attends, tu vas y aller, mais 2 minutes. Alors, je vous présente donc Jupiter. Jupiter, c'est un faucon lagard qui vient d'Inde et du Pakistan. Une espèce qui est un petit peu en déclin. Depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a un gros problème dans son milieu d'origine. Une espèce que nous, on chérit beaucoup et avec lequel on a intégré un programme de conservation qui est mené par les Britanniques qui s'appelle Project Cougar. Allez, viens! Non, loulou! Oh, c'est pas facile. C'est une chouette effraie, donc c'est une chouette qu'on peut trouver partout en France. On appelle l'effraie des clochers. On la retrouve un petit peu partout en France. Non, c'est vraiment un oiseau français qui connaît quelques soucis par rapport à l'effectif de ses populations, qui manque d'habitat, de sites de nidification. Bibracte est l'un des plus grands sites archéologiques européens de l'âge de fer. Capitale des Éduins, puissant peuple de la Gaule celtique, on estime que sa population a pu atteindre entre 5 000 et 10 000 personnes. Les fouilles ont mis en évidence les vestiges de solides remparts, de lieux de culte, une nécropole et même une basilique. À 20 km, Autun rayonne d'un passé glorieux. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste crée Augustodonum, sœur et émule de Rome. Aujourd'hui, on s'y rend aussi pour visiter la cathédrale Saint-Lazare, reliquat du passé médiéval de la ville, entourée de ses maisons à colombages. C'est pourtant à l'époque romaine que la cité a connu son plus bel essor. La ville était alors entourée de murailles percées de 4 portes et protégée de nombreuses tours. Le théâtre, qui pouvait sans doute accueillir 20 000 personnes, était l'un des plus grands du monde romain. Les portes constituaient les principales entrées de la ville. Un peu plus au sud, nous arrivons à Antully, l'occasion de rétablir la vérité sur les escargots de Bourgogne. Guylaine Bascope nous accueille dans la ferme de la Noue, où elle élève des escargots dits gros gris. Donc là, on vient de mettre nos 360 000 bébés dans les parcs. Donc ça a été à la mi-mai. Donc quand on les reçoit, ils sont gros comme un gros grain de beauté. C'est la taille de l'escargot, comme un gros grain de beauté. Dans la nature, un escargot gros gris va mettre 2 saisons pour passer de l'état bébé à la taille adulte. Et nous, parce que nous sommes des éleveurs, on va arroser toutes les nuits nos parcs. Donc tous les soirs, l'escargot va sentir l'humidité et il va sortir de sa coquille et il va manger la végétation. Et ça, tous les soirs, toutes les nuits, parce qu'on va créer 1 à 2 orages par nuit. Ainsi, l'escargot va grossir 2 fois plus vite que dans la nature. L'escargot de Bourgogne vit 2 ans en moyenne. Contrairement au gros gris, il hiberne en hiver, ce qui le rend plus costaud, mais aussi moins goûteux. Et quand on parle d'un escargot de Bourgogne, souvent on fait appel, sans le savoir, à une recette, une tradition culinaire qui remonte à l'époque des rois de France, où on a appelé ça l'escargot à la bourguignonne, parce que la recette est née en Bourgogne, à savoir du beurre, du persil, de l'ail et de l'échalote.
Nous finissons notre périple bourguignon tout au sud de la région, avec la belle histoire de la manufacture de Digoin. Cette fabrique de grès et de poterie fondée en 1875 a failli plusieurs fois disparaître avant d'être réanimée par Corinne Jourdain-Gros. Ça s'appelait d'abord la vallée de la céramique parce qu'il y avait une multitude de petites entreprises qui se sont installées le long du canal. Pour la proximité du canal pour acheminer à la fois les matières sèches, les matières premières et le bois pour alimenter les fours, mais surtout parce qu'il y avait une proximité de carrières d'argile. Donc nous aujourd'hui on continue à utiliser 2 argiles qui viennent de la région, de Bourgogne, d'Allier et de Saône-et-Loire. Donc ici on est dans la salle où on sèche les pièces d'horticole en fait, les gros pots de jardin qui sont calibrés à la main et là dans cette salle en fait elles sont en train de sécher. Le grès de Bourgogne demeure aujourd'hui un atout qui a toutefois demandé des efforts d'adaptation des produits au goût du jour. Transmettre un savoir-faire en train de disparaître n'a pas été chose aisée, mais le résultat est bien là. Non seulement la manufacture revit, mais elle obtient une franche réussite commerciale. Donc l'entreprise a été fondée en 1875. Au départ, c'était une entreprise familiale jusqu'en 2002 en fait. Donc il y a eu jusqu'à 600 personnes sur le site. Là, on est sur le site d'origine, donc on est sur 2 hectares, 18 000 m² de bâtiments. Mon souhait le plus profond, c'est vraiment pour montrer ce beau savoir-faire et montrer cette belle matière qu'est le grès. Et en fait, je me suis dit, on a des produits juste fabuleux. Le grès, c'est un matériau juste exceptionnel pour la conservation et la préservation des aliments. On veut cuisiner dans cette belle matière et puis on a envie aussi de revenir aux racines de nos grands-parents. C'est sur cette note artisanale que nous quittons la Bourgogne qui exige sans aucun doute une nouvelle visite, tant il reste de lieux à explorer et de trésors à découvrir.